Les aurores boréales sont des phénomènes lumineux visibles uniquement dans les régions polaires. Comment naissent-elles? Quel est leur mécanisme? Pourquoi sont-elles souvent vertes? Regardez. L'atmosphère fait 500 km d'épaisseur, mais 80% de sa masse est concentrée sur les 10 premiers kilomètres. C'est là que l'on trouve la plupart des nuages et que volent les avions. Au-delà de 15 km, on entre dans la stratosphère. L'air y est très raréfié, avec une forte proportion d'ozone, un gaz dont les molécules arrêtent une bonne partie des rayons ultraviolets que nous envoie le Soleil. C'est grâce à cette couche d'ozone protectrice que la vie a pu se développer sur Terre. Encore plus au-dessus, on pénètre dans l'ionosphère. C'est ici que se forment, près des pôles, les fameuses aurores boréales. Un spectacle que peuvent contempler de loin les astronautes de la navette spatiale qui tourne autour de la Terre à 300 km d'altitude. Les aurores boréales, les voici vues du sol. Des draperies lumineuses de centaines de kilomètres de long. C'est le plus beau spectacle que puisse nous offrir l'atmosphère. Un spectacle que les habitants du Grand Nord peuvent contempler chaque hiver. Mais comment le ciel peut-il ainsi s'illuminer en pleine nuit? En fait, le phénomène prend sa source très loin de notre planète, puisqu'il commence autour du Soleil. Explication. Notre étoile est une gigantesque bombe thermonucléaire qui nous envoie non seulement ses rayons lumineux, mais nous bombarde en permanence de milliards de particules. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. Ordinairement, il n'atteint pas la Terre car il est détourné par le champ magnétique terrestre. Mais ce bouclier magnétique a un point faible. D'abord, à intervalles réguliers, le Soleil se fâche et nous envoie un flux de particules plus intense et plus énergétique que d'habitude. Il y a des arches qui sont à la surface du Soleil, ces arches s'ouvrent, et quand une arche s'ouvre, il y a la matière qui s'en va, et qui part dans l'espace, qui quitte non seulement le système solaire, mais même la galaxie, et qui au passage bombarde les planètes, dont la Terre. Alors simplement, au lieu d'avoir des électrons un petit peu tranquilles, je dirais, ou quelques protons un petit peu tranquilles, on a des protons très accélérés, on a des noyaux d'hélium très accélérés. Et du fait de cette accélération, ces particules vont pénétrer profondément dans notre bouclier magnétique au lieu d'être détournées. À l'intérieur, elles vont suivre les lignes du champ magnétique, des lignes qui aboutissent au pôle. C'est donc au-dessus des pôles que ces particules vont finir leur course en pénétrant dans la haute atmosphère. À cette altitude, les atomes d'azote et d'oxygène sont rares, mais les particules solaires les font vibrer intensément. C'est de cette vibration que naît la lumière des aurores boréales. Chacun des deux pôles est donc entouré d'une zone où les aurores boréales se produisent fréquemment. C'est ce qu'on appelle l'ovale auroral. Mais tout cela n'explique pas pourquoi le ciel ne s'y éclaire pas de façon uniforme. Et pour quelles raisons les flux de lumière semblent onduler comme des rideaux agités par le vent. Pour le savoir, nous nous sommes rendus au laboratoire de planétologie de Grenoble, où l'on étudie de très près les aurores boréales. On explique le mouvement des aurores boréales par deux choses. Le vent solaire lui-même n'est pas homogène. Il y a des particules rapides et des particules lentes à l'intérieur. Et ça va donner un premier mouvement. Et ces particules ne sont pas toutes piégées auprès de la Terre par le champ magnétique au même endroit. Et donc elles ne subissent pas tous le même trajet vers la Terre. Et ça, c'est l'autre composante du mouvement qu'on observe. Et au fait, pourquoi les aurores boréales sont-elles de plusieurs couleurs? Chaque couleur des aurores polaires représente une émission à une certaine altitude par un certain élément. Par exemple, le vert qu'on voit de façon très intense, c'est l'oxygène atomique vers 110 km. Le rouge qu'on distingue aussi au-dessus, c'est de nouveau l'oxygène atomique, mais vers 250 km cette fois. Et on distingue, quand on regarde attentivement, des couleurs, des franges mauves par exemple, qui sont un signe d'azote moléculaire. Donc chacune représente une altitude et un élément. Et comme la Terre n'est pas la seule planète à posséder une atmosphère et un champ magnétique important, les scientifiques étudient aussi les aurores boréales des autres planètes. Les aurores polaires qu'on voit sur Saturne ou sur Jupiter sont dans des longueurs d'onde qui s'appellent l'ultraviolet. Et comme sur la Terre, ces longueurs d'onde témoignent de ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces planètes. Donc en regardant les aurores, on peut deviner un petit peu la dynamique de l'atmosphère. Et voilà comment l'étude des aurores boréales sur Terre nous livre des renseignements sur l'atmosphère des autres planètes du système solaire. Et sachez également qu'on parle d'aurores boréales car celles-ci se produisent au pôle Nord. Pour celles qui ont lieu au pôle Sud, on parle d'aurores australes. Tout le monde se soucie du temps qu'il va faire, surtout à l'approche du beau temps. Mais les prévisions météo sont-elles fiables? Pour le savoir, nous sommes allés dans toute la France pour comparer le temps d'un week-end, les bulletins météo et le temps qu'il a fait vraiment. Regardez. Les Français accros à la météo, plus que tout autre peuple au monde. Aujourd'hui, plus de 3 sur 4 s'intéressent au bulletin du jour, mais doit-on lui faire confiance?
Nous avons décidé de vérifier sur le terrain. Pendant ce week-end de 3 jours, nos enquêteurs sillonnent la France. Au programme, les Pyrénées-Orientales, le Tarn dans le sud-ouest et la Bretagne. Rappelez-vous, samedi en Bretagne, la météo avait prévu du soleil et des nuages. À Erquy, c'est exactement le temps que nous trouvons sur place. C'est excellent, c'est ce qui est marqué dans Ouest France ce matin. Alternance d'éclaircies et de nuages, c'est tout à fait ça. Dans les Pyrénées-Orientales, la météo avait prévu un temps plutôt pluvieux, mais les habitants de Saint-Giron restent optimistes. Cet après-midi, d'après la météo, c'est pas terrible encore chez nous. Enfin, a priori, on a vu un petit coin de ciel bleu là ce matin, donc cet après-midi, ça devrait pas être mal. Et pourtant, l'après-midi restera bien bouchée et pluvieuse. Météo France avait encore une fois raison. C'est à Albi dimanche que nous constatons quelques petites divergences. Les éclaircies prévues par le centre de Toulouse ne percent pas. Le temps reste humide et couvert toute la journée. Lundi, c'est la catastrophe. Il pleut sur la région parisienne, ce que n'avait annoncé aucune chaîne de télévision. Météo France n'avait pas prévu ces averses. Mais pourquoi les prévisionnistes n'ont-ils pas vu un événement grand de plus de 200 km? Nous sommes allés chercher la réponse au Centre national de Météo France à Toulouse. C'était très difficile à prévoir à l'échéance où on se situe, c'est-à-dire 3 jours à l'avance, puisque, comme vous voyez, c'est quelque chose... Ce n'est pas une perturbation, c'est seulement un amas nuageux qui fait environ 200 à 300 km de long. On ne l'avait pas annoncé. Je pense si c'était à refaire, on aurait tort de l'annoncer parce que c'est quelque chose de très ponctuel, qui n'était pas général, qui ne reflète pas le temps global sur la France ce jour-là. Comme quoi 200 km de nuages à l'échelle de la prévision météorologique globale, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les erreurs s'expliquent. De nos jours, la prévision météo se fait sur une base mondiale, à partir de données collectées sur toute la surface du globe. Parce que pour connaître le temps qu'il fera le lendemain à un endroit donné, il faut regarder le temps qu'il fait aujourd'hui ailleurs. Par exemple, pour la France, c'est globalement le temps qu'il fait au-dessus de l'Atlantique et de l'Islande qui nous arrive quelques heures plus tard. Ces milliards d'infos météo collectées sur toute la planète arrivent 24 heures sur 24, ici à Toulouse, dans le ventre du plus gros ordinateur de France, l'un des plus puissants du monde. Au final, la prévision sera une compilation des solutions proposées par l'ordinateur. Ainsi, l'homme continue à dessiner ses propres cartes à la main. Malgré tous ces efforts, Météo France se trompe encore, mais les météorologues ont des circonstances atténuantes. Car prévoir le temps sur la France est particulièrement difficile. Nous subissons en effet un temps très variable. Entre les anticyclones, ces masses d'air stables comme l'anticyclone polaire ou l'anticyclone des Açores, et les dépressions, ces courants d'air tempérés et humides qui nous apportent les nuages et les pluies, notre ciel est un véritable champ de bataille. Face à ce climat capricieux, le nombre de mesures récoltées ne suffit pas et il faudrait plus de satellites et de stations pour couvrir les océans, véritables moteurs des changements climatiques. Enfin, quelle que soit la puissance des ordinateurs, ils sont toujours incapables de prévoir avec exactitude les brusques sautes d'humeur de la météo. C'est normal, un modèle n'est pas parfait, il ne prend pas tout en compte, tous les détails, l'état du sol, l'humidité ambiante, et ça contribue à fabriquer des petites erreurs qui s'accumulent au fur et à mesure que l'échéance augmente. Alors, face aux imperfections des prévisions de Météo France, tout le monde a ses trucs et les dictons météorologiques ont encore de beaux jours devant eux. Par exemple, vous avez les troupeaux de moutons, quand ils veulent partir vers le sommet de la montagne, c'est bon signe, c'est signe qu'il va faire beau. Ouais, alors, un truc qui ne trompe pas pour le mauvais temps, c'est un petit oiseau qui se promène en mer, qui s'appelle le fulmar. Et quand il fait plusieurs tours autour du bateau, 2 ou 3 jours après, il vient du mauvais temps et ça marche à tous les coups. Quand vous voyez les vaches qui étaient alignées toutes du même côté, si elles étaient tournées vers l'est, vous pouviez dire ça y est, c'est le temps qui va souffler. Certains de ces dictons sont difficilement vérifiables. D'autres en revanche sont pleins de bon sens, comme ceux qui annoncent du mauvais temps lorsque le vent d'ouest se lève. Alors je regarde la girouette de la voisine, vous voyez. C'est vrai que bon, elle me donne une indication, vous voyez là, elle se tourne vers l'ouest. Elle a quand même elle est très sensible. Pas la voisine, la girouette. Voilà. Pareil que lorsqu'on voit le Mont-Saint-Michel, c'est qu'il va pleuvoir le lendemain. Enfin, mais c'est une blague parce que quand on voit le Mont-Saint-Michel, c'est qu'il va pleuvoir et quand on le voit plus, c'est qu'il pleut, quoi.
Tout ça pour dire que si à 48 heures les prévisions de Météo France sont fiables, au-delà les erreurs s'accumulent. Pourtant, Météo France cherche à prévoir le temps avec de plus en plus d'avance, car la principale préoccupation des Français, c'est de savoir dès juin s'il fera beau en juillet ou en août. C'est une autre forme de prévision, la prévision saisonnière qui donnerait des tendances 3 mois à l'avance. On en est encore très loin. Dans les campagnes, on s'est lancé dans les prévisions à long terme, bien avant Météo France. Ouais. C'est l'oignon, là. C'est l'oignon que l'on ramasse à la fin août, à peu près. Et cet oignon, si on le récoltait avec beaucoup de peau, ça envisageait un hiver froid. Donc, à la limite, le monde paysan, en remontant en parents et grands-parents, laissait des prévisions de bois de chauffage ou tout ce qu'on voudra. Hein. Malheureusement, pas plus que les ordinateurs, les oignons ne sont infaillibles. De concert, Météo France et la méthode des pelures avaient annoncé un hiver froid. Le dernier fut plutôt doux. Reste qu'aujourd'hui, les prévisions à 3 jours sont fiables à 80%. Un immense progrès si l'on considère qu'il y a une dizaine d'années, on connaissait à peine le temps du week-end. Nous l'avons vu, même si actuellement les méthodes de calcul permettent de donner le temps qu'il fera pour les 5 jours à venir, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours d'une prévision. Maintenant, nous allons parler de la couche d'ozone qui filtre une bonne partie des rayons ultraviolets du soleil. Son sort inquiète beaucoup les scientifiques, car vous le savez, cette couche est de plus en plus mince. Elle est même carrément trouée au-dessus des pôles. Pour quelles raisons? Quelles conséquences cela peut-il avoir pour les habitants de la planète? Notre enquête, alerte rouge sur l'ozone. Une base au nord de la Suède. C'est ici que l'hiver dernier, 400 chercheurs européens et américains, accompagnés de moyens techniques impressionnants, ont passé 5 mois à ausculter la couche d'ozone. Pendant des années, l'ozone de la stratosphère a été détruit par les CFC, ces composés à base de chlore produits par l'homme. Aujourd'hui, ceux-ci ne sont plus fabriqués, mais l'action des CFC déjà libérés va persister pendant 50 ans encore. Quel sera alors l'état du trou d'ozone que l'on observe tous les hivers au-dessus des pôles ? Les chercheurs viennent de faire une découverte. Voici les responsables directs des attaques contre la couche d'ozone. Ce sont ces nuages stratosphériques polaires. Ils se forment à très haute altitude et sont composés de microscopiques cristaux de glace qui leur donnent cet aspect irisé. Ce sont eux qui transportent les CFC vers la couche d'ozone. Et le problème, c'est qu'il semble que le réchauffement global de la planète favorise l'apparition de ces nuages de glace. En effet, si l'effet de serre réchauffe le sol, il provoque par contre une diminution de température dans la haute atmosphère. Les nuages stratosphériques se forment donc plus facilement. C'est pour mesurer l'effet de cette transformation du climat que les chercheurs ont donc passé de longs mois au nord de la Suède, au-delà du cercle polaire. Parallèlement au vol d'avion, les spécialistes français du CNES ont envoyé dans la stratosphère plusieurs ballons équipés d'instruments de mesure. On est en train d'installer tous les équipements et on va faire tous les tests avant le dépliage ballon. Alors on installe la chaîne de vol et ensuite tous les équipements électroniques et on va mettre en place les nacelles scientifiques. Avant le lancement, il faut mesurer la vitesse du vent qui ne doit pas dépasser 6 mètres secondes. Ensuite, le dépliage du ballon peut commencer. C'est un ballon de 10 mm3 qui fait au sol 42 mètres de long. Il pèse 45 kg et il emporte une charge de 120 kg. Le ballon est rempli au dernier moment avec 240 m3 d'hélium. Tout est paré pour le lancement. Impeccable. Bah, il est parti, oui. Pour le moment, ça réussit. Il faut attendre la fin. Le ballon va monter à une altitude d'environ 30 km et parcourir près de 200 km pour se retrouver au-dessus de la Finlande. C'est là, après 3 heures de vol, dont 1h30 à très haute altitude, qu'on va le faire exploser. Image prise par une caméra embarquée sur le ballon. Explosion et descente sous parachute des appareils de mesure que l'on ira chercher dans la forêt en hélicoptère. Un mois plus tard, à Paris, au laboratoire d'aéronomie du CNRS. Les chercheurs viennent d'achever le bilan de la campagne de mesure. Il est inquiétant. Cet hiver, on a détruit en moyenne 23% de l'ozone en Arctique. Ça veut dire que ça nous met au niveau des années où s'est produit la plus forte destruction dans les années 1990 dans l'hémisphère nord.
Si cette destruction se poursuit, elle pourrait devenir dans quelques décennies sensible sous nos latitudes. Nous pourrons alors dire adieu au bain de soleil. Sans couche d'ozone, les rayons ultraviolets atteindront le sol et provoqueront de très graves cancers de la peau. Et oui, c'est vraiment paradoxal de penser que l'ozone, qui est toxique au niveau du sol pour nos voies respiratoires, est au contraire indispensable à l'homme en haute altitude puisqu'il nous sert de parasol. L'hiver, vous l'avez sans doute remarqué, est plus froid que l'été. Mais pourquoi exactement? Pourquoi le mois de janvier est-il plus froid que le mois de décembre, qui est pourtant le mois le moins ensoleillé? N'ayez pas peur, la réponse à ces questions est comme toujours élémentaire. L'hiver, la saison la plus froide de l'année. Température moyenne de la France à cette période, 4,5 degrés. Par comparaison, en été, cette température atteint 18,5 degrés, soit une différence de 14 degrés. Responsable, la position de la Terre par rapport au Soleil. D'abord, chassons une idée reçue. Il ne fait pas plus froid parce que la Terre est plus loin du Soleil en hiver. La distance Terre-Soleil, même si elle varie très légèrement au cours de l'année, n'a pas d'incidence sur le climat. Tout vient du fait que l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à celui de sa course autour du Soleil. Il est au contraire incliné de 23 degrés. Cette inclinaison va jouer un rôle très important sous nos latitudes. Voici la Terre et la France aux alentours de midi, heure solaire, le 1er juillet. Les rayons du Soleil arrivent avec un angle de 68 degrés. Voici maintenant notre pays, 6 mois plus tard, le 1er janvier. Les rayons du Soleil sont plus rasants, l'angle avec le sol n'est plus que de 22 degrés. C'est ce qui change tout, ce soleil rasant va être beaucoup moins efficace pour chauffer le sol. À midi, le 1er juillet, il apporte en effet 5300 kcal au mètre carré. Le 1er janvier, il n'en apporte plus que 900, soit une baisse de 83%. Autre conséquence de l'inclinaison de la Terre, la durée de l'ensoleillement est plus courte en hiver qu'en été. On peut d'ailleurs la mesurer à l'aide de cet instrument, l'héliographe Campbell. C'est une boule de cristal qui joue le rôle de loupe. Le soleil tape dedans et va brûler une bande de carton. Si on prend par exemple une bande de l'été, on voit qu'on a un ensoleillement qui commence aux alentours de 6 heures TU et qui va jusqu'à 18 heures TU, à peu près 12 heures d'ensoleillement. Alors que maintenant, si on prend le même enregistrement, mais je dirais la version hiver, bah là, l'ensoleillement commence beaucoup plus tard, vers, disons, 7 heures TU, et va jusqu'à 16 heures TU. On a à peu près 9 heures d'ensoleillement, alors qu'on avait 12 heures d'ensoleillement en été. Et cet écart va jusqu'à 8 heures entre le jour le plus long, en juin, et le jour le plus court, en décembre. Mais la différence d'ensoleillement n'explique pas tout. Ainsi, Bordeaux et Montréal, qui sont à la même latitude, n'ont pas du tout en hiver les mêmes températures. Plus 7 degrés à Bordeaux en janvier, mais moins 10 degrés dans la ville canadienne. La raison de cette différence? Le climat de Montréal est sous l'influence de celui du continent américain qui se refroidit très vite en hiver. Celui de Bordeaux est sous l'influence de l'Atlantique qui, comme tous les océans, se refroidit moins vite que les continents en raison de l'inertie thermique de l'eau. C'est pour la même raison qu'il fait plus froid dans l'est de la France que dans l'ouest. En effet, l'est est souvent recouvert par une masse d'air glacé en provenance du cœur de notre continent. C'est l'anticyclone Moscou-Paris. Son épaisseur est de 3 km et il est canalisé par les Alpes et le relief scandinave. Pourtant, quel que soit le sens des masses d'air ou le rôle des océans, la raison essentielle du froid en hiver demeure la capacité des rayons solaires à réchauffer le sol. Le meilleur exemple est celui du Grand Nord. Dans les régions polaires, les rayons du soleil n'arrivent jamais de face, le sol y est gelé en profondeur toute l'année. Dans ces conditions, même en été, les températures dépassent rarement 0 degré. Et en hiver, dans les régions polaires, les températures peuvent descendre en dessous de moins 60 degrés. Voilà la question classique que posent un jour tous les enfants à leurs parents. Pourquoi le ciel est-il bleu? Normalement, l'air étant transparent et l'espace qui nous entoure étant noir, le ciel devrait être noir. Vous séchez? Alors, regardez. Quel que soit l'endroit de notre planète d'où l'on regarde le ciel, il nous apparaît toujours bleu. Mais pourquoi cette couleur? L'air est transparent, le soleil qui nous éclaire blanc, le cosmos est plutôt noir, alors pourquoi le ciel au-dessus de nos têtes est-il bleu? Ce qui donne cette couleur azurée au ciel, paradoxalement, c'est la lumière du soleil. À 150 millions de kilomètres de la Terre, notre soleil émet toutes sortes de rayonnements. Des rayons X, des ondes gamma, des infrarouges.
La plupart de ces radiations nous sont invisibles car notre œil n'en perçoit qu'une infime partie, ce que l'on appelle la lumière visible. Cette lumière visible du Soleil a pour notre œil une couleur blanche. Mais elle est en réalité composée de plusieurs couleurs qui vont du bleu au rouge. On peut d'ailleurs apercevoir chacun de ces rayons colorés lors des arcs-en-ciel. Mais puisque des rayons lumineux de toutes les couleurs parviennent sur Terre, pourquoi alors voit-on particulièrement le bleu ? Lorsque cette lumière traverse l'atmosphère, elle arrive en ligne droite jusqu'au sol. Mais une petite partie va se réfléchir sur les molécules d'air et va être réémise dans d'autres directions. On dit que la lumière diffuse dans l'air. Et cette diffusion affecte particulièrement la lumière correspondant à une certaine longueur d'onde, la lumière bleue. Cette lumière bleue est tellement diffusée dans l'atmosphère que lorsque l'on regarde la Terre depuis l'espace, on ne voit qu'elle ou presque. Le bleu du ciel, c'est d'ailleurs le principal problème de cette entreprise de Clermont-Ferrand qui transforme des photos prises par des satellites en posters géants de notre planète. Ces satellites sont situés pour la plupart entre 200 et 700 km d'altitude, c'est-à-dire bien au-dessus de la couche atmosphérique. Et toute cette couche atmosphérique constitue un filtre qui rend les images beaucoup plus bleues qu'elles ne le sont si on se met vraiment à hauteur de la Terre. Donc on est obligé d'appliquer des filtres pour ressortir une image avec les couleurs naturelles telles qu'on la verrait si on était à 2 mètres du sol. Il faut donc des traitements informatiques complexes pour redonner des couleurs au désert, aux champs et aux forêts. Tenez, même sur cette image très célèbre, on a éliminé le bleu pour faire bien ressortir les continents. La vraie image, la voilà. Grâce à celle-ci, on comprend mieux pourquoi la Terre est appelée la planète bleue. Par contre, le ciel de Mars, la planète rouge, nous réserve une surprise. Il n'est pas rouge, mais jaune. Si le ciel de Mars a cette drôle de couleur, c'est d'abord parce qu'il est très poussiéreux. En effet, les vents sur Mars sont violents et ils soulèvent beaucoup de sable. Et puis l'atmosphère martienne n'a pas du tout la même composition que celle de la Terre, et dans ces conditions, ce n'est pas le bleu qui est le plus diffusé, mais la couleur orange. Rien d'étonnant donc à ce que cette planète ressemble à une balle de tennis un peu sale. Mais revenons sur notre planète pour comprendre le rôle que joue la couleur du ciel. Sur ces images, chaque rayon de lumière qui passe à travers les nuages fait apparaître une tache claire sur la surface de l'eau. C'est donc que la mer agit comme un miroir, en reflétant la couleur du ciel. Ainsi, si la mer est bleue, c'est essentiellement parce que le ciel est bleu. Quand on sait que 70% de la surface du globe est recouverte par les mers et les océans, on comprend pourquoi le bleu est aussi répandu sur Terre. Mais si le ciel diffuse de la lumière bleue, pourquoi alors change-t-il de couleur quand le soleil se couche ? Le soir, les rayons du soleil traversent pour nous atteindre l'atmosphère sur une bien plus grande épaisseur que dans la journée. En parcourant ces centaines de kilomètres, à travers les gaz qui entourent notre planète, le bleu est tellement diffusé dans toutes les directions qu'il ne nous parvient plus. Résultat, nous voyons la lumière du soleil sans sa composante bleue, c'est-à-dire rouge-orangé. Et voilà comment un simple phénomène physique nous procure de magnifiques couchers de soleil. La nature est bien faite. J'espère maintenant que quel que soit l'endroit de notre planète où vous irez, vous ne regarderez plus un coucher de soleil du même œil. Même si le ciel a ses humeurs, n'oublions pas qu'après la pluie vient le beau temps, avec en général un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? Pourquoi a-t-il cette forme d'arc? Comment ça marche? Pendant longtemps, le phénomène de l'arc-en-ciel est resté inexpliqué. Il se prêtait alors à toutes sortes de contes et de légendes. Pourtant, à la base, un arc-en-ciel, ce n'est pas bien compliqué. Il faut un rideau de pluie et bien sûr la lumière du soleil. Dans l'air comme dans l'eau, la lumière se propage en ligne droite. Mais quand elle passe de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air, la lumière va être déviée. Arrête, fais pas. Je vois, je suis avec toi, cette vilaine, fais voilà. Regardez par exemple cette fléchette plongée dans l'eau. On a l'impression qu'elle est brisée. Cette déviation des rayons lumineux lorsqu'ils passent de l'air dans l'eau s'appelle la réfraction.
Lorsque la lumière du soleil arrive dans une goutte de pluie, elle va subir cette réfraction et c'est là qu'intervient un deuxième phénomène, la séparation des couleurs. Cette séparation, on peut aussi la voir avec ce prisme. Car la lumière du soleil est en fait l'addition de lumière de plusieurs couleurs. C'est comme à la télévision, où la couleur blanche est en réalité composée à parts égales de vert, de bleu et de rouge. Quand on superpose ces trois couleurs, on obtient à nouveau du blanc. Pour la lumière du soleil, c'est pareil, elle est composée de 7 couleurs différentes. Or, chacune de ces couleurs n'est pas déviée de la même façon lorsqu'elle passe au travers du prisme. Résultat, le prisme va décomposer la lumière du soleil en plusieurs couleurs, c'est ce qu'on appelle le spectre solaire. Idem pour une goutte d'eau. La lumière va pénétrer à l'intérieur en étant déviée, se réfléchir et les couleurs ressortent séparément en formant un angle de 42 degrés avec le rayon incident. Un observateur va voir les couleurs de l'arc-en-ciel de toutes les gouttes d'eau qu'il observe sous ce même angle de 42 degrés par rapport au soleil. Ces gouttes d'eau forment un arc de cercle par rapport à lui, c'est l'arc-en-ciel. Plus les gouttes d'eau sont grosses et plus les couleurs sont intenses. Le rouge est toujours à l'extérieur et le violet à l'intérieur. Comme l'arc-en-ciel n'est que le reflet dans votre œil par les gouttes d'eau de la lumière du soleil, il n'existe que par rapport à vous. Si vous vous déplacez, l'arc-en-ciel va se déplacer avec vous. T'as vu? C'est un arc-en-ciel. Dans certaines conditions, un arc-en-ciel secondaire peut également apparaître, un arc dont les couleurs sont inversées par rapport au premier. Dans ce cas, la lumière du soleil s'est réfléchie 2 fois à l'intérieur de la goutte d'eau avant de ressortir, cette fois-ci avec un angle de 50 degrés. Si vous voulez créer votre arc-en-ciel, c'est facile. Il vous suffit de faire une pluie avec un arrosoir ou un tuyau et de vous mettre dos au soleil. La légende prétend qu'un chaudron rempli d'or est enterré au pied de l'arc-en-ciel. Mais inutile de le chercher, le pied de l'arc-en-ciel n'existe que dans notre œil. Alors n'oubliez pas, l'arc-en-ciel n'a pas 7 couleurs, mais une infinité, c'est plutôt un dégradé de couleurs. La météo fait de plus en plus souvent des siennes, au point qu'on peut se demander si le temps n'est pas en train de se détraquer. Alors, pourquoi le temps est-il si instable? N'y a-t-il vraiment plus de saison? En quelques jours, il est tombé 4 à 5 mètres de neige sur les Alpes du Nord. Le village du Tour a été complètement isolé du monde pendant plusieurs jours et Raymond Ducrot ne se souvient d'avoir vécu qu'un seul hiver aussi enneigé, il y a presque 40 ans. Cette photo elle a été prise dans les années 50 environ. Et vous voyez la hauteur de neige par rapport au bâtiment où on le voit à l'heure actuelle. À ce niveau-ci, il y avait à peu près 3 mètres de neige. Et nous sommes en avril. Cet hiver, la neige est montée encore plus haut que sur la photo. Et le printemps n'a pas été clément non plus dans les Alpes. La station des Brévents, à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Chamonix. Nous sommes le 16 avril. Franck et Philippe font partie du peloton de gendarmerie de haute montagne. Comme chaque semaine, ils viennent effectuer un sondage de la couche de neige pour évaluer le risque d'avalanche. Depuis 3 jours, il neige sans discontinuer sur le massif de Chamonix. La couche de neige fraîche atteint presque 1 mètre de haut. Sa hauteur totale, mesurée par les gendarmes, est très impressionnante. 3,10 mètres. 3,10 mètres de neige, c'est plus qu'exceptionnel. Normalement, en avril, la prairie fait sa réapparition. 0,6 à 30. Là, les coins, on commence à voir logiquement des zones herbeuses. La saison se termine normalement. Et là, on a l'impression de repartir comme un mois de décembre. Une fois le sondage terminé, Franck Junot et Philippe Ferlet rapportent leur relevé à la station Météo France de Chamonix. Ils serviront à établir le prochain bulletin de risque d'avalanche. L'état de l'enneigement. Il est excellent pour cette époque de l'année. Vers 2000 mètres d'altitude, on trouve encore entre 2 et 3 mètres de neige. Mais ici, à Météo France, la quantité de neige qui est tombée sur la région de Chamonix paraît très étonnante. En 40 ans, on n'avait vu cela qu'une seule fois. À Chamonix, en fond de vallée, à 1000 mètres d'altitude, le cumul des chutes de neige, c'est-à-dire quand on additionne, disons que chaque chute de neige tombée chaque jour, on obtient un cumul de 5 mètres de neige. Et en fait, dans les 40 dernières années, il y a eu une seule valeur qui est en 1966 où on en a eu plus. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près 5,45 m en 66. Donc c'est un hiver bien enneigé, on peut dire.
Mais pour l'instant, il est impossible de savoir si cette saison extrêmement enneigée est révélatrice d'un bouleversement météorologique ou si elle restera un phénomène exceptionnel. Nous sommes allés à la station météo de Paris-Montsouris. C'est la plus ancienne de France, la seule à posséder autant d'archives. Dans ses livres, jour après jour, les conditions météorologiques sont décrites depuis plus d'un siècle. On peut savoir quel temps il faisait à Paris il y a 100 ans. Pour les météorologues, le temps n'est pas devenu fou. Le jeudi 15 juin 1899, eh bien finalement on retrouve des conditions assez proches de celles que l'on observe aujourd'hui. Température peut-être un peu plus basse. On notait ici une température maximale de 21,9 degrés. 21 degrés à Paris il y a 100 ans contre 24 degrés le 15 juin de cette année. Finalement, ce que toutes ces archives nous apprennent, c'est que contrairement à ce que l'on croit souvent, les sautes d'humeur de la météo ne sont pas plus fréquentes qu'il y a un siècle. La station possède exactement 125 ans d'archives, des températures sibériennes, des pluies torrentielles, des gros orages. Finalement, il y a toujours eu des années exceptionnelles. On pense souvent que les hivers sont moins enneigés qu'avant. On a tort, il n'y a eu qu'une seule grosse chute de neige sur Paris, c'était en 1946. Je crois que c'était au début du mois de mars, avec, on le voit ici, jusqu'à 33 cm en plein cœur de la capitale. C'est tout à fait exceptionnel, on n'a pas retrouvé ça depuis ces 50 dernières années, mais il faut savoir, c'est qu'avant 1946, aussi loin que peuvent remonter nos observations, on n'avait jamais vu autant de neige à Paris. En région parisienne, il neige à peu près 1 an sur 2 et rarement plus de 5 cm. Et si l'on a beaucoup parlé des chutes de neige de l'hiver dernier, c'est parce qu'elles ont eu lieu en fin de journée. Et ce qui a surtout marqué, ce sont les énormes embouteillages que la neige a provoqués. En matière de météo, notre mémoire nous joue souvent des tours. Mais nous n'avons pas complètement tort de croire que le temps n'est plus tout à fait le même. Dans les archives de Paris-Montsouris, on trouve bien un changement. Depuis un siècle, les températures ont augmenté dans la région parisienne. En moyenne, 2,5 degrés de plus qu'il y a 100 ans. Très concrètement, pour les petits matins, la température moyenne à Paris était d'environ 6 degrés au début du siècle. Elle est aujourd'hui environ de 8,5 degrés. Mais c'est vrai que ce que l'on a remarqué, je dirais, au cours de ces 15-20 dernières années, c'est une extension progressive de ce phénomène. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si d'un phénomène local, on ne passe pas progressivement à un phénomène d'échelle beaucoup plus globale. Si les événements climatiques spectaculaires sont moins exceptionnels qu'on le croit, on observe bien une montée des températures sur notre planète, et c'est nous qui la provoquons. Les énormes quantités de gaz carbonique que l'on rejette dans l'atmosphère créent un effet de serre en retenant la chaleur. Résultat, ça se réchauffe partout. L'année 1998 a été la plus chaude du siècle. Depuis 20 ans, il fait chaque année de plus en plus chaud. En un siècle, la température de notre planète a augmenté de 0,6 degrés. Ça paraît peu, mais on peut déjà en voir les effets. Regardez cette illustration, elle représente la mer de glace à Chamonix au siècle dernier. Aujourd'hui, à sa place, il y a des chalets. Autrefois, le glacier de l'Argentière descendait jusqu'au village. Il est remonté 1 kilomètre plus haut. Et les océans, qui recouvrent les 2/3 de notre planète, subissent eux aussi des bouleversements. Hervé Regnault est chercheur en climatologie à l'université de Rennes. Il a constaté un changement en Bretagne depuis 30 ans. La météo fait de plus en plus de caprices. Nous, ce qu'on voit en Bretagne avec les données météo dont on dispose, c'est qu'il y a de plus en plus de tempêtes, surtout dans l'ouest de la Bretagne. Et les tempêtes, c'est des vents qui sont à plus de 72 km/h. C'est vraiment des phénomènes météorologiques qui ne peuvent pas passer inaperçus. C'est le premier signe que le temps est aujourd'hui en train de se détraquer. Car quand la température se réchauffe, cela provoque de plus en plus de perturbations dans l'atmosphère et donc plus de pluie et de tempêtes. Le réchauffement peut amener plus de précipitations parce que la température de l'atmosphère étant plus élevée, il y a plus d'évaporation. Donc s'il y a plus d'eau qui s'évapore, ça veut dire qu'il y en a plus dans l'atmosphère, et à un moment ou à l'autre, il faut qu'elle retombe. Un climat plus chaud, ce n'est pas toujours synonyme de saison plus clémente. Et ce qui est sûr, c'est que ce réchauffement va avoir une autre conséquence très concrète, la montée du niveau de la mer. C'est déjà arrivé il y a très longtemps dans le golfe du Morbihan. On trouve sur une île la preuve que l'océan Atlantique était beaucoup plus bas il y a des milliers d'années. Ici, à cet endroit, on voit un cercle de pierre qui a été élevé par des gens pendant le néolithique. On ne sait pas exactement qui c'était. Et le cercle de pierre, il était fait à terre. Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la mer. Et puis, comme c'est très ancien, que ça date peut-être de 5000 ans, eh bien, la mer est remontée depuis. Et maintenant, la moitié du cercle de pierre est dans l'eau.
Il y a 20 000 ans, on pouvait pratiquement passer à pied d'une île à l'autre. Mais l'Europe était alors très froide et couverte de glaciers. Depuis, le climat s'est radouci et les glaciers ont fondu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les glaciers des Alpes qui reculent, les icebergs qui se détachent des calottes polaires, toute cette eau se retrouve dans les océans. Et en ce moment, ils montent particulièrement vite. Si on mesure les vitesses actuelles de relèvement avec celles qui ont eu lieu dans l'histoire ou pendant des périodes archéologiques, à ce moment-là, ça monte en ce moment franchement assez vite. C'est-à-dire franchement assez vite? Le 1,5 mm par an, c'est beaucoup. Et si la mer continue de monter à ce rythme, nos côtes risquent un jour de ne plus avoir la même allure. Voilà à quoi ressemblerait la Bretagne si le niveau de la mer remontait de 5 mètres comme il y a 125 000 ans. Saint-Malo deviendrait une île, l'île de Saint et celle des Glénans seraient totalement englouties. Et ce n'est pas la seule région menacée. La Camargue serait complètement inondée, tout comme le bassin d'Arcachon. Si les avalanches et les inondations de cette année ne sont pas les révélateurs de vrais bouleversements, au siècle prochain, le réchauffement global du climat risque d'entraîner une réelle aggravation des pluies et de la sécheresse dans le monde. Quant aux orages, avalanches et autres crues, on devrait bel et bien en voir plus souvent. Il faut le souligner, il reste encore beaucoup d'inconnus sur ces bouleversements climatiques. Le seul élément certain est que l'homme est en train de sérieusement modifier un équilibre vieux de plusieurs milliers d'années. Et n'oublions pas le proverbe « Qui sème le vent récolte la tempête ». Maintenant que vous en savez plus sur le ciel et le climat de notre planète, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.